Bentière, j'ai 25 ans, j'ai fait un BEP boulanger au lycée François Rabelais de Dardilly. Après j'ai fait un brevet professionnel de boulanger et j'ai complété ma formation par un CAP pâtissier. Les mains, on va dire que c'est l'outil de travail indispensable du boulanger. Ça sert à toucher les pâtes, à les régler, puisque d'un jour à l'autre, la pâte à pain n'est jamais pareille, en fonction des facteurs, l'humidité, la température, tout ça. C'est notre outil de travail. Si on n'a pas de main, on ne peut pas faire de pain. Après, faut avoir une bonne hygiène, c'est important, travailler proprement. On fait plusieurs produits façonnés à la main, une seule sorte de produit façonné à la machine, mais sinon, on fait un travail presque 100% artisanal qu'on fabrique tout à la main. La pâte, c'est quelque chose qui vit, quoi, et c'est important de la sentir pour pouvoir faire du bon pain. J'ai eu un prix pour la meilleure baguette tradition avec Monsieur Croisier, celui qui nous a poussé à faire le concours, quoi. Meilleure baguette tradition du Rhône. Mais bon, on va dire que ça revient en grande partie à Monsieur Croisier, parce que c'est lui qui nous transmet chaque jour son expérience. Ça fait plus de 25 ans qu'il est dedans. Et après, la boulangerie, c'est un travail d'équipe. Alors, c'est pas parce qu'il y en a un, on va dire, qui est un petit peu mis en avant par un concours que c'est que lui qui fait le produit, quoi. C'est toute une équipe, quoi. À mon avenir, là, je suis en train de chercher à acheter une boulangerie, m'installer, c'est un rêve, quoi. Et puis, il faut espérer qu'on y arrive. Bonjour madame. Je souhaiterais une baguette du chef, s'il vous plaît. Je m'appelle Inès Isère, je vais avoir 23 ans. Alors après le lycée, j'ai décidé de venir dans ce lycée pour faire un CAP couture en un an, pour apprendre la couture, parce que j'avais envie de faire le métier de costumière. Après avoir fait ce CAP ici, je suis partie à Dole pendant 2 ans pour faire un DMA costumier réalisateur. Donc c'est là que j'ai vraiment appris le métier de costumière. Après ça, j'ai décidé d'arrêter les études pour avoir mes propres expériences. Donc j'ai travaillé pendant un an pour une créatrice, puis pour une compagnie. Et j'ai été installée à Lyon et je connaissais le CAP chapellerie et j'ai décidé de me spécialiser. Et c'est là que je suis venue ici, faire ce CAP chapellerie en un an. C'est la continuité de mes études parce que j'avais envie d'un savoir-faire supplémentaire pour mon futur métier de costumière, pour avoir quelque chose en plus. J'aspire à beaucoup de choses, mais pas encore. J'ai pas encore un projet précis. Pour l'instant, j'ai pas envie de monter mon entreprise. J'ai envie de faire mes expériences en travaillant dans une entreprise, pourquoi pas dans un théâtre aussi, parce que le spectacle vivant reste aussi une de mes passions. Et voilà, faire mon petit bout de chemin, pourquoi pas partir à l'étranger aussi, pour avoir d'autres expériences là-bas, découvrir d'autres techniques, que ce soit dans le chapeau ou dans le costume aussi. J'ai le plaisir de travailler avec mes mains, parce que c'est quelque chose de concret. On crée quelque chose dans l'instantané. Et c'est quelque chose qui est satisfaisant aussi de voir son travail devant nos yeux qui se crée au fur et à mesure en fait. Et c'est aussi une partie de nous qui se met dans cet objet, dans ce chapeau ou dans cette chose qu'on crée sous nos mains. Donc je m'appelle Catherine Rieux-Marco, je suis enseignante en chapellerie depuis 1999. En fait, j'ai remplacé Jacqueline Durand qui était à la création de la section en 1993. Elle m'a formée pendant 2 ans pour que je puisse prendre son relais quand elle est partie à la retraite. Donc le métier d'enseignant et le métier de modiste, c'est 2 choses différentes. Le métier d'enseignant, je vais transmettre un savoir-faire.
Donc décomposer le geste pour mieux l'analyser, l'expliquer et le montrer. Et le métier de modiste, c'est toute la technicité, le savoir-faire qu'il faut que je maîtrise pour pouvoir le transmettre à mes élèves. Le métier de modiste chapelier, je dirais que c'est un double métier parce qu'il est aussi bien artistique que technique. Donc il y a la créativité et le côté artisanal. Donc dans ce métier, on va utiliser plein de matériaux différents et à chaque fois, on a une technique différente. Par exemple, pour le feutre, on va utiliser la vapeur pour le rendre très souple et très malléable. Pour la paille, on va mouiller la paille et le sisal, c'est des matières végétales, donc pour pas qu'elles cassent au moment où on les travaille. On va aussi utiliser un marteau parce qu'on utilise des argentines ou des punaises. On a du fil de laiton pour le bord des chapeaux, donc on a des pinces coupantes. On a des gestes qui vont être aussi bien en force qu'en délicatesse. Ce métier manuel, on utilise la main et c'est très important parce qu'on est vraiment en contact avec la matière. Nos doigts vont nous donner plein d'indications au niveau de l'épaisseur, savoir si la matière est lisse, s'il n'y a pas de plis, si c'est bien comme il faut, au-delà du contrôle visuel ou avec les mesures. Et puis travailler avec sa main, en fait, c'est enrichissant, c'est un prolongement de ce qu'on est à l'intérieur de nous. La section chapellerie du lycée Camille Claudel est une section d'excellence. Elle fait partie des 3 qui existent en France. Et c'est ce qui donne d'ailleurs le titre du lycée des métiers d'art de la chapellerie. Pour notre section, nous envisageons comme chaque année de réaliser un défilé. Et cette année, c'est un événement d'envergure puisque il va se réaliser dans la salle des délibérations de l'hôtel de la région Rhône-Alpes. Nous allons avoir le soutien de 6 lycées professionnels, publics et privés, qui vont nous aider à réaliser le défilé et un financement des entreprises, des écoles. Et je pense que ça va être un événement d'envergure. Après, pour la suite des prévisions concernant cette section chapellerie, nous envisageons de mettre en place un BMA, un brevet des métiers des arts, qui n'existe pas, qu'il faut créer, qu'il faut passer à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, mais une volonté concertée des entreprises qui trouvent que c'est nécessaire pour valoriser ce secteur professionnel de chapellerie. Je m'appelle Kim Bernard. J'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans et demi. C'est ma mère qui m'a un peu inspiré, elle était musicienne. Elle m'a donné envie de travailler l'instrument. Et donc j'ai commencé simplement, de manière autodidacte, à faire quelques notes sur ce magnifique instrument. Et puis tout s'est emballé. J'ai fait la rencontre d'un professeur dans une petite école régionale, qui m'a emmené vers d'autres professeurs, qui m'ont emmené vers encore d'autres professeurs. Puis j'ai tenté le CNSM de Lyon il y a 2 ans et j'ai réussi à l'avoir. Parmi les gens qui m'ont emmené au CNSM, il y a une personne qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Je parle de Bernard Dascoli, qui est un prof aveugle. Il est d'une intelligence et d'une efficacité qui est exceptionnelle. La technique pianistique, il y a plusieurs écoles. Je dirais que l'école française prône un jeu plutôt perlé et fin et très clair. L'école russe, c'est plutôt une école lyrique qui veut que le doigt qu'il y ait beaucoup de pathos dans la main pour que le jeu soit vraiment très expressif. L'école allemande aussi, c'est pareil, c'est ce pathos allemand très profond. Et donc on joue sur ça avec ces différentes techniques qu'on apprend avec nos gammes, avec nos exercices. Je pense aux exercices de Brahms qui sont un vrai recueil de techniques pures qui permet au doigt d'avoir une souplesse et une dextérité qui permet donc de modeler le son, de modeler la note. Quand on l'enfonce, on peut
Après, ça peut aussi dépendre de la technique du piano elle-même, de la façon dont il est fabriqué. La sensation est différente sur différents pianos, mais le doigt lui-même peut modeler le son. C'est absolument magique parce qu'on a l'impression de créer du son avec ses mains et on peut le créer de différentes manières. Et donc ça, c'est absolument exceptionnel de pouvoir faire ça. C'est très bien, tu sais déjà ce qu'il faut faire dedans. Tu me le refais demain, la semaine prochaine. Ok. En filage par cas, comme ça. Ouais, Et essaye de reprendre vraiment tous les rapports de tempi. En particulier les 160 et les 160, ils sont très proches normalement. D'accord. Il faut pas qu'on ait l'impression que tu changes ton tempo. Et il y en a un aussi que tu me fais, que tu me mitrailles à une vitesse d'enfer. Si tes tempos ne sont pas vraiment les mêmes quand tu retrouves le personnage d'une fois à l'autre, on n'arrive pas à mémoriser suffisamment les choses. D'accord ? Et donc la Croix-Rousse, c'est un endroit qui est charmant. J'ai voulu intégrer un lycée parce que je n'aimais pas du tout le système éducatif au CNED. Mon avenir musical, bien sûr, j'aimerais beaucoup faire de mon instrument mon métier. Mais il y a plein de branches, il y a plein de possibilités. Je pourrais par exemple dans la composition, dans la musique de film, dans des concerts d'improvisation aussi. Il y a tout un tas il y a toute une panoplie de choses à faire en tant que musicien et c'est absolument exceptionnel. Et j'aimerais bien aussi viser d'autres grandes écoles comme le CNSM de Paris, mais je pourrais aussi intégrer la classe de jazz, ce serait vraiment excellent. Je pourrais avoir 2 formations, ça serait vraiment génial. Prends le temps de chanter ici. Moi, j'avais commencé des études scientifiques, donc maths sup, maths spé, et puis je voyais pas où ça pouvait me conduire. Je pense que de toute façon, j'étais pas assez doué pour faire de la recherche. Et puis je pense que j'ai repris une histoire familiale. Mon père avait commencé les beaux-arts. Et ne sachant pas, là, j'avais vraiment un peu une angoisse, peut-être pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, tu seras peintre, sans que ce soit réfléchi. Et j'ai arrêté les maths, la physique, et j'ai fait les beaux-arts. Je n'avais jamais dessiné d'ailleurs. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc sur une espèce d'intuition ou de voix intérieure, enfin bon, on appelle ça comme on veut. Et puis très vite, j'ai rencontré une galerie sur Paris, Daniel Templon. Et puis je suis parti moi vivre en Italie, enfin pour une année. Et là, ça a été le départ. Donc il n'y a pas tellement eu de galères comme certains peintres en connaissent. J'ai eu cette chance-là de pouvoir vivre de ma peinture assez vite. Je ne pensais pas tellement en termes de carrière, de reconnaissance ou de gloire. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est reconnu et à un niveau... mais ce n'était pas là que ça m'animait. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas su construire une carrière. J'ai peint, mais je continue. Mais ce n'est pas ma carrière qui est passée au premier plan. C'est plutôt ce que j'ai appris à apprivoiser quand j'étais aux Beaux-Arts. C'est plus mon regard que ma main. Ma main, elle était un outil qui devait suivre, enfin, mais c'était plus le regard. Bon, moi, j'ai un geste assez nerveux parce que ça me correspond. Voilà, il y a un peu une énergie, une violence en moi, mais moi, c'est des grandes compositions très simples, un peu frustres même. Après, c'est plus un travail de couleur. Donc, la main intervient, mais un peu comme outil, plus que comme réellement un travail... je sais pas, je serais graveur, ou quand on voit comment les graveurs travaillent, bon là, effectivement, il y a un geste de la main. Moi, je dirais pas ça, moi, de mon geste à moi, en tout cas. Hein. Moi, je pense qu'on peut travailler en étant peintre, on peut travailler 1 semaine ou 10 jours sur quelque chose, et puis
Et puis tout d'un coup, se rendre compte qu'on travaille à l'aveugle et puis qu'on va dans le mur et on détruit tout. Et puis dans cette destruction, on peut trouver l'énergie de repartir et de faire surgir la lumière qu'on veut faire surgir. Il y a un rapport à la matière. De toute façon, quand on peint, qu'il y ait une palette, pas de palette, que je mélange directement sur le tableau, ou je veux dire, de la peinture, j'en ai un peu de partout, donc je l'enlève, je la jette, il y a sans arrêt ce rapport à la matière. Donc il y a un côté un peu cacaboudin quand même. Hein. Simplement, il est maîtrisé voilà. Enfin, je cherche à le maîtriser dans les mélanges pour obtenir moi ce que je veux. Et l'avenir, le propre de l'avenir, c'est qu'on ne le connaît pas. Donc c'est d'arriver à découvrir ou de continuer à avancer dans ce que je fais tout en ayant des surprises à moi-même. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes croix-roussiens qui vivent enfin comment dirais-je, et vendent uniquement sur la Croix-Rousse et vivent bien de leur art. Là, il va y avoir cette exposition à la région, à l'hôtel de région, donc dans un mois. Conçue un peu sous l'angle d'une rétrospective, même si elle n'est pas exhaustive et complète. J'espère que cette exposition-là va provoquer l'inconnu.